Avec Alain Bultot, que M. Dupierreux a déjà pris soin d'amener en parlant de l'abandon, nous allons aller un petit peu plus loin dans l'analyse de ce phénomène qui est assez catastrophique. Un élève qui sort de l'école à 21 ans, en principe, il devrait pouvoir faire quelque chose. Or, en réalité, il a souvent, à cette période-là de son cursus scolaire, donc à la fin de son cursus scolaire, il a un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, autant dire rien aujourd'hui. Didier Gossuin me racontait il y a quelques semaines qu'il avait reçu un de ces cas récemment, un jeune odorguémois qui cherchait du boulot et qui avait un beau diplôme comme ça, à qui il avait dit, avec ce que tu fais là, je peux simplement te donner un boulot, s'il y en a un, de balayeur de rue. Ce n'est évidemment pas le rêve de l'enseignement. Monsieur Bultot. Donc, bonjour à tous, je travaille au Conseil d'éducation et d'information. Je vais vous parler de l'abandon scolaire prématuré. Tout d'abord, encore un peu de chiffres. Quand j'ai commencé à travailler au Conseil, nous n'avions pas encore un service de statistique aussi élaboré que maintenant. Et donc, j'ai dû mettre au point ce que j'appelle un premier indicateur sauvage. C'est-à-dire, j'ai essayé de voir un petit peu comment évoluer notre population dans notre enseignement secondaire de plein exercice. Alors, j'ai développé le concept de quasi-cohorte. Et donc, pour la quasi-cohorte 97, c'est-à-dire les jeunes qui, en 1997, étaient inscrits en troisième année dans notre enseignement secondaire de plein exercice, nous avions un chiffre de 61 017 jeunes inscrits. Si on regarde la population qui se retrouvait l'année suivante en quatrième année, et considérant que dans un monde normal, bien, tout le monde réussit et tout le monde passe, on voit que la population chute de 5 000 jeunes. Si on regarde l'année suivante, en cinquième année, la population chute encore de 2083 jeunes. Et le drame, c'est le passage de la cinquième et la sixième année. On a une chute de la population de 11 479 jeunes. Ce qui fait qu'entre la population qui est inscrite en troisième année et la population qui entre en sixième année, je ne dis pas celle qui va réussir, on a une chute de 30% de notre population. Alors, bien sûr, c'est une année, et donc j'ai fait le calcul pour toute une série de quasi-cohortes depuis la quasi-cohorte 1991, mais j'ai ici les autres, 98, 99 jusqu'à 2003, et on a un chiffre qui est constant. En gros, on tourne autour de 30% de chute de population dans notre enseignement secondaire de plein exercice. Le drame, c'est que cette population ne se retrouve pas nécessairement dans les autres formes d'enseignement et de formation professionnelle, en tout cas pas directement. Et donc, ces pertes de jeunes ne se retrouvent pas par des entrées dans les CFA, en formation à l'alternance, IFAPME, EFPME. Et donc, on a ici une série de 7 quasi-cohortes, et en gros, on a 133 118 jeunes qui ont quitté notre enseignement secondaire, peut-être à 18 ans, peut-être avant 18 ans, sans certification. Alors, l'impact sur un indicateur européen, vous savez que nous sommes dans le processus de Lisbonne qui impose à chacun des États, les États ont accepté librement d'arriver à un certain nombre de seuils, et donc un des seuils, c'est d'avoir une population qui ne dépasse pas 10% par rapport aux personnes qui n'ont pas de diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Alors donc, si je regarde le benchmark, la population et le calcul est fait sur une population de 18 à 24 ans. Si je regarde l'impact de ces pertes dans notre enseignement secondaire de plein exercice, eh bien, on voit que, par exemple, en 2006, eh bien, nous avons en Belgique 14,2% de personnes de 18 à 24 ans qui n'ont pas de diplôme d'enseignement secondaire supérieur et qui, au moment de la prise de mesure, puisqu'on est dans le cadre de l'enquête force de travail, n'étaient pas en formation. Alors, selon l'étude de l'IWEPS, ça correspond, l'IWEPS, l'Institut wallon d'études et prospectives statistiques, ça correspond pour la communauté française Wallonie-Bruxelles à un nombre de à peu près 63 000 jeunes de 18 à 24 ans qui n'ont donc pas leur diplôme d'enseignement secondaire supérieur et qui n'étaient pas en formation, quel que soit l'endroit, même une formation qui ne durerait que 2 semaines, qui n'est pas en formation au moment de la prise de mesure. On est donc dans des chiffres extrêmement élevés. Alors,
on a des chiffres élevés, et en même temps, lorsqu'on regarde certaines autres données européennes, on pourrait se dire, mais finalement, la Belgique ne se trouve pas si mal que ça. Parce que si on regarde l'ensemble des chiffres pour tous les partenaires européens, on voit que finalement, la Belgique se situe à un bon niveau, puisqu'on est à 11,9, alors que le benchmark est à 10%. Et si on regarde maintenant une autre présentation de ce tableau coloré, on voit que on distingue bien les pays scandinaves qui sont en vert, qui ont de très bons résultats, des pays comme la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie, qui sont aussi dans les bons résultats. Quand même quelque chose d'interpellant. On a l'habitude de dire que les pays scandinaves, ils sont riches, donc ils peuvent dépenser beaucoup d'argent. La Pologne, la Slovaquie ne font pas partie des pays européens riches. Donc ça veut donc dire que peut-être la performance en matière d'abandon scolaire n'est pas uniquement une question de moyens. Et vous avez les vieux pays de l'Europe qui sont dans... C'est une espèce de ventre mou, un peu légèrement supérieur à 10%, et les pays plus méditerranéens sont dans des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, avec 11,9%, la Belgique se trouve légèrement au-dessus de la moyenne européenne qu'on devrait atteindre pour 2010. Mais ces données rassurantes, en fait, cachent de grandes disparités. Et en fait, si les résultats belges sont bons, c'est parce que les résultats de la Flandre sont très bons. Et en fait, on voit que si je reprends les colonnes en bleu, qui sont toujours les colonnes les plus défavorables, c'est-à-dire le taux d'interruption prématurée de scolarité des hommes, eh bien, on voit que si en Belgique, on a un taux de 15,10, en Flandre, ils ne sont que 11,9, en Wallonie, 18%, et à Bruxelles, 22%. Donc, nous avons de grandes disparités régionales, et donc notre système, le système belge, réagit de façon différente. Bien sûr, il est piloté depuis quelques années de façon différente. Et donc, il y a lieu maintenant de s'interroger lorsqu'on a un regard beaucoup plus régional et en tout cas beaucoup plus local. Alors, important de préciser de quoi on parle. Je ne suis pas en train de parler de l'échec scolaire que l'on peut avoir dans une 5e primaire ou en 3e humanité. Je parle de l'abandon scolaire prématuré, qui est la traduction d'un concept européen, Early School Leaving. Donc on dit ASP. Donc ce sont les jeunes qui ont entre 18 et 24 ans, qui ont obtenu au maximum un diplôme d'enseignement secondaire inférieur. Donc ce diplôme que l'on obtient au terme de notre 3e année d'enseignement secondaire, et qui n'ont pas participé à une formation pendant une période de référence de 4 semaines. Donc ce sont des jeunes qui n'ont pas de diplôme de fin de secondaire et qui ne sont pas en formation du tout, qui sont dans une certaine errance. Alors, ce concept est très important parce qu'il met en évidence que quand même il y a une volonté européenne d'arriver à un seuil minimal qui est quand même le seuil des humanités, surtout dans un monde qui est de plus en plus tertiaire. Je reviens quand même à ce que nous a dit M. Gauzouin. C'est un niveau minimal maintenant pour avoir un emploi dans notre société. Et donc, ce qu'il faut, c'est de s'assurer qu'en tout cas, si même une personne rencontre des difficultés d'apprentissage, elle a l'opportunité de poursuivre sa formation tout au long de sa carrière. Les performances du système éducatif sont meilleures lorsque on garantit l'accès de tous à des écoles de qualité, ce qui veut dire qu'il y a des implications sociales et budgétaires importantes. Lorsque la qualité de l'éducation est la même dans toutes les écoles, on a commencé maintenant à essayer d'avoir des financements différenciés, des traitements différenciés, parce que, évidemment, si je pense à ma fille, elle n'a certainement pas les mêmes besoins que d'autres copains et copines de sa classe. Et donc, si on ne prend pas en compte quelque part ce désavantage structurel d'avoir... Enfin, c'est l'avantage structurel d'avoir un papa qui a réussi à l'école et qui connaît bien les codes sociaux, eh bien, et si l'enseignant se centre surtout sur ma fille pour étalonner la qualité de son cours, eh bien là, on aura des difficultés. Il apparaît aussi que les difficultés des élèves sont diagnostiquées très rapidement, et lorsqu'on le fait très rapidement, les réponses, on a une meilleure efficacité lorsque des réponses adéquates sont apportées directement aux difficultés individuelles. Alors ici, là, c'est toute la question de la remédiation, et on nous dit que ça coûte cher, que ce n'est pas possible, ça. Sans doute.
Alors, oublions l'enseignement. Je vais, comme ici dans la salle se trouve le directeur général de Bruxelles Formation, je vais relater une expérience qui a été menée à Bruxelles Formation et qui me semble particulièrement intéressante. J'ai eu l'occasion d'y participer. Bruxelles Formation a décidé de rénover un de ses centres. Donc un centre qui n'est pas conçu pour des personnes ayant fait des études supérieures. Donc c'est un centre qui accueille des personnes qui majoritairement n'ont pas de diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Et alors, la volonté de Bruxelles Formation, c'était de hausser significativement le niveau de qualité des formations organisées. Mais hausser, je dis bien significativement. La conséquence, évidemment, on se dit, mais là, on va commencer à crémer à l'entrée. Et volonté politique oblige, il fallait hausser le niveau sans hausser le niveau à l'entrée. Donc il fallait vraiment changer les perspectives. Et grâce à un investissement conséquent en temps, pas nécessairement de l'argent, mais on a donné du temps aux enseignants, on leur a donné un encadrement qui leur permet de revoir. On a changé la structure pour inscrire réellement la remédiation dans le processus de cours. Ce n'est pas dire au terme d'une formation d'une heure de 50 minutes, dans une heure de 50 minutes, on consacre 10 minutes à la remédiation. Non, on l'a inscrit vraiment dans les horaires. Eh bien, à Bruxelles Formation, on a réussi à hausser le niveau à la sortie, sans hausser le niveau à l'entrée et conserver un taux de réussite élevé. Donc, je pense que ça veut dire qu'il est possible de changer, mais pour cela, il n'y aura pas une ou deux solutions, mais vraiment un ensemble coordonné de mesures qui permettront vraiment de changer les choses. Et ça s'inscrit dans la durée. Je travaillais comme expert méthodologique pour Bruxelles Formation. J'ai travaillé pendant près de 2 ans pour un petit groupe d'enseignants d'une trentaine de personnes au maximum. Ça veut dire qu'on peut obtenir des résultats, mais il faut le vouloir, il faut décider d'investir. Alors, aussi, on a de meilleurs résultats quand les élèves suivent un cursus le plus commun possible jusqu'à 14 ans environ. Alors, évidemment, là, on voit tout de suite pointer le modèle scandinave. Alors, les élèves qui ne maîtrisent pas la langue d'enseignant doivent trouver l'aide et le soutien nécessaires, évidemment, ce qui veut dire un financement, une aide structurelle différente en fonction des besoins. Et je termine. Donc, aucune de ces conditions n'est suffisante, ni même pertinente toute seule. On est vraiment bien dans une approche multidirectionnelle. Donc, je crois que quelque part, on doit être amené à penser le changement d'une autre façon et surtout susciter le désir de changement. Voilà, je vous remercie.